propose de commencer tout de suite avec Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jérôme. Qui va nous parler de cirrhose, d'hypertension portale et de maladies rares du foie. Absolument. Et donc, on va essayer de suivre le déroulé de ce petit fil bleu. Et je vais commencer par un peu de physiopathologie, l'hypertension portale et l'inflammation. Et vous présenter cette étude espagnole qui cherche à montrer que l'inflammation systémique précède la décompensation au cours de la cirrhose compensée. Donc, la dysfonction circulatoire systémique et l'hypertension portale sont les moteurs de la transition de la cirrhose compensée à la cirrhose décompensée, alors que l'inflammation systémique agit sur les lésions tissulaires qui vont entraîner cet ACLF dont on parle depuis plusieurs années. Les objectifs de cette étude étaient donc de mieux évaluer l'inflammation systémique chez les patients atteints de cirrhose compensée, avec ou sans hypertension portale cliniquement significative, et son évolution par rapport à la survenue d'une première décompensation. Donc, les méthodes de cette étude étaient de doser des biomarqueurs à la fois à baseline dans un groupe de témoins sains, dans un groupe de patients cirrhotiques avec une hypertension portale non cliniquement significative chez 54 malades, et dans le groupe de la cohorte prédécis de patients avec une cirrhose compensée avec une hypertension portale cliniquement significative, 164 patients, donc qui étaient évalués, eux, à baseline, à 1 an et à 2 ans sur ces biomarqueurs. Il s'agissait donc d'un groupe de patients ayant un gradient de pression hépatique supérieur à 10 mm de mercure et pas de grosses varices. Les biomarqueurs d'inflammation évalués étaient pour l'inflammation systémique l'interleukine 6, dont je vais vous montrer les résultats, le TNF-alpha, le facteur von Willebrand et la CRP, les marqueurs d'activation macrophagique, le CD14 et le CD163, de la dysfonction de la barrière intestinale avec le FABP et l'aptoglobine, et la translocation bactérienne avec le LPS et le LPS binding protein. On n'est pas étonné qu'au cours des caractéristiques à l'inclusion, les patients ayant une hypertension portale cliniquement significative de l'étude prédécis aient un gradient de pression hépatique moyen plus élevé et plus fréquemment des petites varices que à la fois les témoins sains et les patients ayant une hypertension portale non cliniquement significative. Donc voici les résultats de ces biomarqueurs d'inflammation systémique et d'activation macrophagique. Vous voyez que parmi les patients du groupe hypertension portale cliniquement significative des 64 patients de l'étude prédécis, 22% ont présenté une décompensation et 131 patients n'ont pas présenté de décompensation. Vous voyez que l'interleukine 6 était à baseline significativement plus élevé chez les patients qui avaient une hypertension portale cliniquement significative. Et au cours de l'évolution, vous voyez également que les patients qui avaient une décompensation avaient une interleukine 6 qui était également significativement plus élevée. Les résultats étaient similaires pour les marqueurs d'activation macrophagique et le CD163. Et en ce qui concerne les lipopolysaccharides, le LPS, sur l'image de droite, vous voyez que également au cours du suivi, le LPS était significativement plus élevé que dans le cas de l'hypertension portale cliniquement significative. En revanche, il n'y avait pas de corrélation entre ces biomarqueurs et le fait d'avoir une infection bactérienne pendant le suivi médian de 37 mois. En conclusion de cette étude, il semble que l'inflammation systémique soit bien concomitante de l'hypertension portale cliniquement significative et qu'elle précède la première décompensation. On a encore besoin d'un peu clarifier la corrélation entre cette translocation bactérienne et cette inflammation systémique qui n'était pas clairement établie dans cette étude. Une deuxième étude que je voudrais vous présenter sur les tests non invasifs, on en a beaucoup parlé pour Bavenoced dans le diagnostic et le pronostic de l'hypertension portale cliniquement significative au cours de la maladie chronique avancée. Donc, il s'agit d'une étude monocentrique autrichienne. Je vous rappelle très brièvement les chiffres clés de Bavenoced avec le fait d'avoir une élasticité hépatique inférieure à 10 kPa qui va exclure
une maladie chronique avancée. Le chiffre de 15 kPa où la maladie chronique avancée est extrêmement probable, et on rajoute le chiffre de 25 kPa qui permet de définir une hypertension portale cliniquement significative, en particulier selon certaines étiologies, l'hépatite C, l'hépatite B, la maladie alcoolique du foie et les NASH non obèses. Après bavénocède, donc, le fait d'avoir un gradient de pression veineuse hépatique supérieur à 10 il était bien établi que c'était un facteur prédictif de décompensation de la cirrhose, et que pour ces patients, un traitement par bêta-bloquant non sélectif dès le diagnostic d'hypertension portale cliniquement significative devait être introduit pour prévenir la survenue de décompensation, et que donc il était extrêmement important d'évaluer cette présence ou cette absence d'hypertension portale cliniquement significative chez les patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Évidemment, le gradient de pression est un test invasif qui ne peut être réalisé que dans des centres experts, et donc différentes méthodes non invasives ont permis récemment de mieux caractériser cette hypertension portale cliniquement significative, que ce soit l'élasticité hépatique, on vient d'en parler, le modèle Anticipate qui inclut les plaquettes, qui rajoute les plaquettes à l'élasticité hépatique, le modèle Anticipate NASH qui rajoute l'IMC à cela, et puis un score local autrichien, le score Vitro, qui teste les plaquettes et l'antigène du facteur von Willebrand. Les objectifs de cette étude étaient donc d'évaluer l'apport pronostic de ces tests non invasifs pour mieux dans la prédiction de la première décompensation hépatique chez les patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Et les patients, donc, dans cette étude, étaient caractérisés par un fibroscan supérieur à 10 kPa, et chez tous ces patients qui n'avaient pas eu d'antécédent de décompensation, on mesurait ces marqueurs de tests non invasifs. Étaient exclus les patients avec une infection, un TIPS, un traitement par bêta-bloquant, etc. Et donc les tests non invasifs dont on a déjà parlé étaient évalués pour voir s'ils étaient prédictifs de cette survenue d'une décompensation hépatique. Les résultats sont les suivants. Il y avait 420 patients qui avaient une maladie chronique avancée avec 52% d'hépatite virale, 20% d'alcool, 20% de MASH, et 67% de ces patients avaient un gradient supérieur à 10, donc en faveur d'une hypertension portale cliniquement significative. L'incidence cumulée de décompensation hépatique à 1 an était de 4,7% et de 8% à 2 ans. Les résultats importants, c'est que la prédiction du risque de décompensation en analyse multivariée était parfaitement effectuée par tous les tests utilisés et de façon indépendante du MELD et de l'albumine. En revanche, dans le sous-groupe MASH ou maladie alcoolique du foie, l'élasticité hépatique et le ratio élasticité hépatique sur plaquettes n'étaient pas des bons marqueurs prédictifs de risque de décompensation, alors que le modèle Anticipate et Anticipate NASH étaient très prédictifs de cette première décompensation hépatique. Donc, au total, le gradient de pression hépatique et les tests non invasifs prédisent de façon similaire la décompensation hépatique, et tous les seuils qui étaient précédemment proposés ont tous permis de distinguer avec précision les patients qui avaient un risque faible de ceux qui avaient un risque fort de décompensation hépatique. En conclusion, la performance pronostique de ces tests non invasifs pour l'hypertension portale cliniquement significative est comparable à celle du gradient de pression hépatique. Ces tests sont facilement utilisables en pratique. Ils vont permettre de mieux sélectionner les patients nécessitant un traitement préventif de la décompensation hépatique, en particulier dans cette zone grise entre 10 et 15 kPa. À noter quand même une limite de certains tests. Seuls Anticipate et Anticipate NASH et le score Vitro sont utilisables dans le groupe MASH ou dans le groupe maladie alcoolique du foie. Donc, Aurélie, on voit que les tests non invasifs, pour l'évaluation de l'hypertension portale, ils prennent de plus en plus d'importance. Bavéno-6 c'était exclure ou la nécessité d'endoscopie. Bavéno-7, maintenant, c'est affirmé l'hypertension portale cliniquement significative et donc la prescription de bêta-bloquants avec une zone grise. Donc, tu penses que finalement, ces tests-là, c'est Bavéno-8 qui arrive ? Absolument.
qui arrive cette année d'ailleurs. Et donc, ça va permettre de vraiment affiner ces critères, en particulier pour ces patients un peu complexes, entre 10 et 15 ou 10 et 20 kilopascales. Il n'y a plus de zone grise avec ces modèles-là. Les seuils qui ont été donnés permettent vraiment d'être assez rassurés sur la stratégie qu'on a de mettre en route des bêta-bloquants chez les patients. Ou tout du moins, s'il y a une zone grise, elle sera encore plus petite. Voilà, quoi. Exactement. Donc maintenant, je vais passer au pronostic de la cirrhose et aux marqueurs pronostiques et vous parler un peu de la myostéatose associée à la sarcopénie. La malnutrition et la cirrhose ont été évaluées depuis longtemps et la prévalence est évaluée à 20 à 50% des patients. Elle est corrélée avec la sévérité de la cirrhose. Certaines causes également, comme l'alcool, la cholangite biliaire primitive, sont beaucoup plus associées à la malnutrition. Les mécanismes sont assez bien connus, diminution des apports, anorexie, maldigestion, modification du métabolisme du glucose. C'est connu depuis tellement longtemps que c'était déjà inclus dans le score de Child-Turcotte qui évaluait l'état nutritionnel bon, moyen et pauvre. En revanche, on manque d'outils fiables pour bien évaluer la dénutrition du cirrhotique. Depuis un certain nombre d'années, la sarcopénie a été largement évaluée, à la fois soit sur l'épaisseur du psoas, soit sur l'épaisseur des muscles squelettiques au niveau de L3. Et aujourd'hui, la myostéatose, qui analyse plutôt la qualité du muscle, semble être un marqueur intéressant dans le pronostic de la cirrhose, en particulier au cours du carcinome hépatocellulaire et de la MASH chez les patients non obèses. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent et ici, l'étude voulait évaluer la sarcopénie et la myostéatose et son impact pronostique au cours de la cirrhose. Donc, il s'agit d'une étude prospective avec 26 centres italiens entre janvier 2019 et décembre 2021 qui était suivie pendant 1 an. Le scanner était analysé avec une coupe au niveau de L3 et L4 et les patients avec CHC ou transplantés étaient exclus de l'étude. Donc, on évaluait la sarcopénie qui était avec les critères moins de 50 cm² par mètre carré chez l'homme ou moins de 39 cm² par mètre carré chez la femme, et la myostéatose sur la moyenne de la densité de l'ensemble des muscles en fonction du nombre d'unités Hounsfield dans le muscle et rapporté au BMI. On évaluait aussi la frailty avec des tests de hand grip et des tests de up and go, comme ici, et on utilisait le Liver Frailty Index pour voir si les patients avaient une frailty importante ou pas. Donc voici la population. Vous voyez la population de la cohorte complète. Les patients avec une sarcopénie ou une myostéatose avaient plus souvent une ascite ou une maladie grave du foie et une maladie alcoolique ou dysmétabolique. Voici les résultats. Vous voyez la différence entre les patients qui n'avaient pas d'altération musculaire, une sarcopénie ou une myostéatose, et les anomalies étaient plus marquées chez la femme, 88% versus 73%, avec une myostéatose plus fréquente, 52% chez la femme versus 32% chez l'homme. Vous voyez ici sur les courbes du haut qui sont soit myostéatose et sarcopénie, soit myostéatose seule, que c'était significativement plus associé au décès que les patients qui n'avaient pas de myostéatose. En conclusion, la sarcopénie mais également la myostéatose sont associées à des maladies avancées et sont un facteur de détérioration de la fonction musculaire et est très largement associé à la survie des patients et plus associé au mauvais pronostic, soit décès, soit plus d'hospitalisation au cours décrites autour de cette étude. De la même manière, les tests de la fonction musculaire sont des marqueurs de la sarcopénie et de la myostéatose. Alors, la sarcopénie, maintenant la myostéatose. Donc on sait, il y a de plus en plus de littérature qui montre que c'est fortement associé au pronostic, surtout chez les patients qui ont une maladie avancée, sévère, décompensée. À l'inverse,
est-ce qu'on sait si agir sur ces facteurs de risque, la renutrition par exemple, ça va améliorer le pronostic du patient? Est-ce que c'est des acteurs sur lesquels il va falloir qu'on joue pour nos patients? Alors, il y a de plus en plus de travaux qui quand même vont dans ce sens, et ce n'est pas que la renutrition, c'est aussi la remusculation. Et donc l'activité physique adaptée, il y a quand même de plus en plus de travaux qui vont dans le sens de oui, on peut agir. C'est très difficile à mettre en évidence l'impact, bien entendu, parce qu'il y a plein d'autres facteurs associés, mais il semble que c'est surtout l'action sur le muscle, presque plus que sur la dénutrition. Je vais maintenant passer à cette dernière étude sur les statines qui peut-être finalement améliorer l'hypertension portale. Cette étude donc espagnole qui a été récemment publiée dans Hepatology sur les effets de la simvastatine ajoutée au carvedilol chez les patients qui ont une hypertension portale sévère et une réponse sous-optimale au traitement bêta-bloquant. Il s'agit d'une étude contrôlée versus placebo, en double aveugle. Je ne rappelle pas ces points, juste les objectifs de traitement aujourd'hui dans l'hypertension portale. Ça va être donc de prévenir la compensation et de prévenir la rupture de varices œsophagènes avec les bêta-bloquants. Mais comment prévenir agir en prévenant la progression de la fibrose? Et c'est ici que les statines auront peut-être un rôle en plus des bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants vont agir sur la vasodilatation splanchnique et systémique, sur l'index cardiaque. Le carvedilol rajoute aux bêta-bloquants non cardiosélectifs en agissant sur les modifications hémodynamiques, en particulier intrahépatique et le NO intrahépatique. Et les statines ont probablement un rôle à la fois sur ces modifications hémodynamiques intrahépatiques, mais également sur les modifications architecturales et le fait d'avoir les nodules de régénération, le remodelage vasculaire, les microtrombies. Et donc l'objectif de cette étude était d'évaluer si l'association de la simvastatine au carvedilol permet d'améliorer les effets hémodynamiques du carvedilol seul chez les patients atteints de cirrhose compensée ou non, avec des varices à eau grise de saignement et une réponse insuffisante au propanolol. Donc le schéma de l'étude était le suivant. Les patients avaient une cirrhose compensée ou non, des varices à haut risque de saignement sans antécédent de rupture, et les patients avaient une cirrhose sévère, et ça c'est important par rapport à l'étude précédente, étaient exclus, les patients avec un Child-Pugh supérieur à 12, le carcinome vasculaire ou une thrombose porte. Donc les patients avaient d'abord une première mesure du gradient de pression hépatique. Ils étaient inclus s'ils n'avaient pas de réponse hémodynamique aiguë au propanolol intraveineux. Après, on faisait des titrations progressives de carvedilol et les patients étaient ensuite randomisés soit avec de la simvastatine en plus du carvedilol, soit du placebo. Et à S4 et S6, on faisait deuxième mesure du gradient de pression après repas test et 30 minutes après. Alors voici le diagramme de flux. En fait, il faut regarder le bas de la diapositive. Il y avait donc finalement 62 patients qui répondaient aux critères, qui ne répondaient donc pas au propanolol IV et qui étaient traités par carvedilol et randomisés, soit dans le 41 dans le groupe carvedilol placebo et 41 dans le groupe carvedilol et simvastatine. Donc les groupes étaient comparables, que ce soit en termes de gravité, cause de la cirrhose et de dose de carvedilol, dose relativement élevée, après titration. Donc vous voyez ici les résultats hémodynamiques. Il y avait donc un effet significatif sur la mesure de ce deuxième gradient de pression hépatique après introduction de la simvastatine. Vous voyez qu'il y avait une baisse significative du gradient de pression, mais également de la variation entre les deux gradients de pression avant et après introduction de la simvastatine. Le traitement par carvedilol et simvastatine était le seul paramètre associé à la réponse hémodynamique. Une nouvelle mesure 30 minutes après un repas hypercalorique hyperprotidique montrait également dans cette situation, lorsqu'on ajoutait les statines, peut-être un effet encore plus important des statines dans cette situation. Ici, on pense que la simvastatine rajoutée au carvedilol
permet d'avoir une meilleure réponse hémodynamique significative, et ceci est encore vrai en postprandial. Ces résultats sont contradictoires avec une étude précédente, mais il ne s'agissait pas des mêmes patients, et donc il va falloir un peu affiner la traduction clinique à qui on donne ces statines, à quel moment, probablement des patients donc avec des cirrhoses moins graves, en particulier aussi à cause du risque d'effets secondaires. Je vais donc maintenant vous parler des travaux sur les maladies rares, et ici sur l'hépatite auto-immune, une très jolie étude sur le mycophénolate mofétyle versus azatioprine dans l'hépatite auto-immune. Vous savez que les recommandations à la fois de l'EASL et de la SLD recommandent l'association prednisolone-azatioprine dans le traitement d'induction, avec un taux de réponse de 35 à 75% et un risque d'arrêt précoce de l'Immurel, plus de 15% des patients qui ont un arrêt précoce, surtout en raison des effets secondaires. Les objectifs de cette étude étaient donc d'évaluer l'efficacité et la tolérance du MMF en association à la corticothérapie comme traitement de première ligne de l'hépatite auto-immune. Et donc les patients recevaient de la prednisone à S0 et ensuite étaient randomisés soit pour du MMF, soit pour de l'azatioprine, avec une augmentation progressive des doses. Voici donc les résultats. Vous voyez ici que les résultats sont nettement meilleurs dans le groupe mycophénolate mofétyle, et ce, avec plutôt moins d'effets secondaires induits par le MMF. Et donc, cette étude montre une supériorité du MMF par rapport à l'azatioprine chez des patients ayant une hépatite auto-immune naïve de traitement, ceci avec un bon profil de tolérance du MMF. Les limites de cette étude sont que l'effectif est quand même faible, qu'il s'agit d'une étude ouverte, et la place du MMF restera quand même à définir dans la stratégie thérapeutique. Ne pas oublier qu'il existe un risque tératogène, ce qui n'est pas le cas avec l'Immurel. Aurélie, tu as émis les limites de l'étude, hein, faible effectif, ouvert, très bien, mais le message, il est fort quand même. En pratique, on continue l'azatioprine ou on switch vers le mycophénolate mofétyle? Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer à switcher en étant bien vigilant sur ce risque tératogène. Vous savez que ces hépatites auto-immunes atteignent souvent des femmes relativement jeunes, et donc il faut vraiment prévenir les patientes. Si on utilise le MMF, on peut, je pense, vraiment commencer à switcher, mais bien prévenir les patientes de ce risque tératogène afin de ne pas l'utiliser en cas de désir de grossesse. Alors, par switcher, je disais pas les patients équilibrés sous Immurel, les mettre sous... Non. En à partir d'aujourd'hui, est-ce que... Absolument. En introduction, oui, j'ai compris. On part, voilà. Oui, tout à fait. Qu'on évite les malentendus. Oui, tout à fait. En première intention, on peut tout à fait donner aujourd'hui MMF et corticoïdes, alors qu'auparavant, on donnait de l'Immurel et des corticoïdes, avec cette précaution en rapport avec la grossesse. Donc maintenant, on va passer à la cholangite biliaire primitive, et je vais vous présenter les résultats de cette étude de phase 3 du Sela-Delpar dans la cholangite biliaire primitive. Je vous avais présenté l'année dernière les résultats de l'élafibranor. Il s'agit de traitements de deuxième ligne de la CBP. Vous savez qu'il y a une très belle étude sur le bézafibrate, mais qui reste hors AMM, publiée par l'équipe de Saint-Antoine. L'acide obéticolique, pour lequel on n'a plus d'accès aujourd'hui en Europe. Et puis ces nouvelles classes thérapeutiques, les agonistes de PEPAR, non fibrates, qui sont maintenant évalués. Donc, le design de l'étude était une étude randomisée 2/1 contrôlée en double aveugle multicentrique internationale. Il s'agissait d'une phase 3 sur 52 semaines. Les critères d'inclusion étaient les patients qui avaient une réponse inadéquate ou une intolérance à la UDC. Les critères de jugement principal étaient le fait d'avoir des phosphates alcalines à moins de 1,67 fois la normale, avec une diminution de plus de 15% de ces phosphates alcalines, et une bilirubine totale normale à 52 semaines.
Le critère de jugement secondaire était le fait d'avoir des phosphatase alcaline normales et le prurite était évalué, puisque vous savez que c'est un critère important par rapport aux autres traitements. Donc les populations étaient comparables pour tous les éléments, l'âge, le sexe, les phosphatases alcalines, le prurite, l'élastométrie. Et donc voici les résultats. Vous voyez qu'il y a des résultats tout à fait significatifs dans le groupe seladelpar versus placebo, sans augmentation d'effets désirables graves, et également avec une réduction du prurite, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les molécules, et en particulier ce n'était pas significatif pour l'élafibranor. Donc en conclusion, il existe une diminution significative de la cholestase avec ce traitement chez les patients intolérants ou ne répondant pas à l'EUDC. Et il n'y avait pas d'effet secondaire notable. Et il va falloir mieux définir les places de ces nouvelles molécules, comme Challenger en particulier du bézafibrate. Quelques mots sur les maladies vasculaires du foie et la thrombose porte. Ce travail qui a été réalisé suite au Paris PVT Meeting, qui est une revue exhaustive des connaissances sur la thrombose de la veine porte et qui permet de proposer des critères d'évaluation pour les futures études cliniques dans cette situation, et en particulier d'avoir un consensus sur ces critères de jugement pour les études sur la thrombose de la veine porte dans la quantification de la thrombose de la veine porte, en particulier en ce qui concerne les critères de thrombose partielle si le pourcentage de lumière résiduelle est inférieur à 50% ou complète évidemment à l'inverse. Les points importants étaient d'évaluer l'évolution de la thrombose de la veine porte et l'évolution des changements, que ce soit sur l'obstruction portale, l'obstruction des veines afférentes et efférentes, et puis l'apparition d'un nouveau thrombus qui doivent rentrer dans les critères des études cliniques aujourd'hui sur la thrombose de la veine porte. Il y avait également un consensus sur l'extension de cette thrombose de la veine porte, les délais de réévaluation par imagerie, qui doivent être réalisés à 4-6 semaines, 3 mois ou 6 mois, puis tous les 6 mois, et les critères de jugement plus globaux, le fait de distinguer cirrhose contre l'absence de cirrhose, thrombose récente contre thrombose chronique, et puis de mieux identifier et caractériser les événements cliniques hémorragiques ou thrombotiques. Un dernier papier sur la thrombose de la veine porte non cirrhotique, sur les facteurs locaux qui peuvent être associés à la thrombose de la veine porte. Cette étude analysait 154 patients qui étaient suivis pour qui on avait un suivi chez 140 patients. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on identifiait chez ces patients qui avaient tous une cause locale, soit chirurgicale, soit infectieuse, un facteur de risque de thrombose à haut risque chez 33% des malades. Et ce qui était important, c'est que, évidemment, le fait d'avoir un facteur de risque fort impactait sur le fait de refaire une thrombose. L'absence d'anticoagulants également était un facteur de récidive de thrombose, et le fait d'avoir une recanalisation de la veine porte était significativement associé à moins de risque de thrombose. Donc, en conclusion, les facteurs prothrombotiques à haut risque sont fréquemment observés dans les thromboses portes avec cause locale, et il faut les rechercher et les dépister. Ils sont fortement corrélés à la survenue de nouveaux événements thrombotiques, raison pour laquelle il faut les rechercher, et l'arrêt de l'anticoagulation augmente significativement le risque de rethrombose, en particulier lorsqu'il existe un facteur prothrombotique à haut risque. Dernier travail dans la maladie vasculaire portosinusoïdale sur l'évaluation de l'élasticité splénique pour écarter les varices à haut risque dans la maladie vasculaire portosinusoïdale. Une cohorte de dérivation et une cohorte de validation étaient établies, et vous voyez ici que le seuil d'élasticité à 40 kPa était très discriminant pour discriminer les varices à haut risque, à la fois dans la cohorte de dérivation et la cohorte de validation. Un taux de bilirubine supérieur à 1 mg était également un critère important pour discriminer ces malades.
Ainsi, lorsque l'on ajoute l'élasticité splénique à moins de 40 kPa et la bilirubine sérique à moins de 1 mg par décilitre, on peut éviter l'endoscopie chez 38% des malades, et ce au prix de varices manquées chez 4,5% des malades. Voilà. Alors ça, c'était l'élasticité splénique mesurée avec le FibroScan. Donc, il faut être équipé des dernières générations de la machine. Absolument. Mais il y a aussi d'autres appareils, notamment les appareils d'écho, qui peuvent mesurer l'élasticité splénique. C'est transposable ou c'est plus compliqué? Alors, il y a moins de données pour cela. Ce qui est surtout très important, c'est que l'élasticité splénique, ce n'est pas forcément très facile à faire et à faire évaluer. Il faut vraiment une formation quelle que soit la technique utilisée, probablement qu'il faut une bonne formation de l'équipe ou de la personne qui va réaliser ce test, qui malgré tout, comme tu l'as vu, est quand même assez discriminant et très utile dans ces maladies vasculaires portosinusoïdales pour qui on n'a pas très envie. On ne peut pas utiliser les mêmes critères, évidemment, que Baveno-7, puisque l'élasticité hépatique, à l'inverse, n'est pas un bon outil. Et donc, cette élasticité splénique semble très utile aujourd'hui dans la MVPS pour éviter trop d'endoscopie. Donc, avec les autres appareils, ça marche probablement, mais il faut des AVAC, il faut des études pour pouvoir interpréter les Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup, Jérôme.